Je vous dis simplement que la légitimité n'existe pas parce que Macron pense que le peuple est à son service. On consulte le peuple, on demande au peuple ce qu'il souhaite, et quand le peuple dit non, ça ne nous intéresse pas, et bien voilà, on passe à autre chose. Le vendredi 3 mars 2023, Benjamin Duhamel reçoit Michel Onfray dans l'émission Face à Face, diffusée sur BFM TV et RMC. En apparence, rien de particulier, une interview matinale, un entretien mesuré, sans annonce fracassante. Pourtant, la présence de Michel Onfray confère toujours une autre dimension à l'échange. Philosophe et essayiste reconnu, figure souvent controversée, il ne se contente pas de réagir à l'actualité immédiate. Il la met à distance, la questionne et bien souvent en dévoile les failles. Dans un climat social et politique déjà chargé, la discussion prend rapidement une profondeur inattendue. Sans tension ni confrontation directe, l'entretien glisse vers une réflexion plus globale sur le fonctionnement de la démocratie, l'exercice du pouvoir et le fossé grandissant entre les dirigeants et une partie de la population. Dès les premières questions, le ton est posé mais grave. Benjamin Duhamel introduit l'actualité sociale, évoquant les mobilisations autour de la réforme des retraites. Le projet de loi est actuellement en discussion au Sénat et les syndicats promettent une France à l'arrêt mardi prochain, le 7 mars. La CGT appelle carrément, je cite, à mettre à genoux l'économie française. Est-ce que vous croyez à ces blocages ? Est-ce que vous les soutenez ? Oui, je soutiens. Je pense qu'effectivement, nous avons les moyens d'une retraite à 60 ans. C'est simplement une décision européenne. On nous fait passer ça comme quelque chose d'important, d'urgent. C'est-à-dire une décision européenne ? Parce qu'effectivement, vous entendez, ça fait partie des éléments de langage. Ça se passe comme ceci en Belgique, ça se passe comme cela en Allemagne, c'est ainsi en Italie, c'est comme ça. Même Éric Zemmour nous a fait savoir que, puisque partout en Europe c'était comme ça, qu'on ne pouvait même pas échapper à l'Europe. Si on peut échapper à l'Europe, je pense qu'on peut effectivement rester souverain en disant il n'y a pas d'urgence. C'est vrai qu'on veut une espèce d'unification. L'Europe veut de l'unification surtout, en tout, y compris sur ce terrain-là. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il n'était pas légitime. 50% des gens... C'est-à-dire pas légitime, il a été élu. Oui. Justement, il a une majorité relative, le Parlement se saisit du texte. Elle est très relative. Il y a simplement un moment donné où quand vous vous dites je n'ai été élu que par 50% des gens qui ont voté, et dans ceux qui ont voté que par des gens qui, minoritaires, ont parfois voté non pas pour mon programme mais contre Marine Le Pen, par exemple. C'est à peu près toujours le cas dans une élection, on vote contre la personne. C'est possible, simplement quand... Mais vous dites qu'il n'a pas de légitimité politique. Attendez, je finis juste pour vous dire que quand on va après ça à l'Assemblée nationale et qu'on perd sa majorité, qu'on ne l'a pas, il y a un moment donné où le général de Gaulle entend ce que le peuple lui dit. Donc il y a un moment donné où on n'est pas au pouvoir pour dire c'est ainsi, j'ai une feuille de route, elle est à Bruxelles, la feuille de route de Bruxelles étant d'ailleurs à Washington, et j'ai décidé que ce serait ainsi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire Bruxelles-Washington, vous êtes en train d'expliquer que cette réforme des retraites, une sorte de manipulation et que c'est imposé à Emmanuel Macron qui suit les ordres de... C'est le mot complotiste que vous cherchez. Non, mais je pose la question parce que je suis assez étonné. Personne n'impose cette réforme des retraites. On peut la contester, mais... Je vous dis simplement que la légitimité n'existe pas parce que Macron pense que le peuple est à son service. On consulte le peuple, on demande au peuple ce qu'il souhaite, et quand le peuple dit non, ça ne nous intéresse pas, et bien voilà, on passe à autre chose. Simplement on dit non, vous avez une feuille de route, c'est ainsi, et vous n'ignorez pas que la France joue un jeu particulier avec l'Europe, que la souveraineté nationale est perdue depuis 1992, et que l'Europe joue un rôle particulier avec les États-Unis, qu'il s'agit de travailler à une dilution des nations, des peuples, pour faire de telles sortes. En l'espèce, sur la réforme des retraites, on voit pas bien exactement le rapport avec Washington. C'est exactement ça, vous allez bosser toujours plus, et puis vous allez être payé toujours moins, et puis les GAFAM vont faire la loi, et puis il n'est pas question que les syndicats puissent décider. Oui, moi je suis d'accord avec ce que demandent les syndicats aujourd'hui. Mais vous croyez à une France bloquée, c'est-à-dire les prémices d'une paralysie, comme ce qu'on avait pu voir en décembre 95, vous vous dites en l'état, le pays est prêt à se mettre totalement à l'arrêt pour essayer de faire échouer cette réforme des retraites. Oui, parce qu'il y a un moment donné où c'est même au-delà de la réforme des retraites, c'est-à-dire que ça devient une espèce d'appel au peuple. Il y a une façon de dire, alors vous soutenez Macron, vous soutenez pas Macron, vous soutenez sa politique ou pas. Et c'est un peu comme avec le référendum, il y a un moment donné où ça n'est même plus la question qui se trouve posée, c'est simplement on n'en peut plus de cet homme et de cette politique. Donc je pense qu'il y a un tas de gens qui ont des raisons d'être mécontents, ne serait-ce que par exemple les boulangers quand ils voient leur facture d'électricité et qu'il y a une sorte de coagulation, convergence des luttes entre ceux qui voient l'inflation progresser, la question des retraites. Vous voyez que tout ça va se mélanger et va aboutir à une sorte de blocage général. Oui, je pense. Enfin, de toute façon, je l'espère. Je pense qu'il y a un moment donné où quand le rapport de force peut être inversé, il faut l'inverser. Si effectivement les élections... Il peut être inversé, vous pensez qu'Emmanuel Macron peut reculer ? Il y a un moment donné où effectivement il va falloir négocier.
Si le rapport de force est important, il y a un moment donné où on ne peut pas continuer à croire que finalement la rue est rien, c'est la même chose. Ce que dit le peuple est rien, c'est la même chose. Le fait qu'on n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale est rien, c'est la même chose. Le fait qu'on ait été élu par défaut ou élu simplement parce qu'on est soutenu sur un programme, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le secrétaire général de la CGT des électriciens et gaziers, Sébastien Ménesplier, a promis, je cite, une semaine noire dans l'énergie avec des coupures ciblées, des blocages. Est-ce que ce sont des méthodes légitimes ou est-ce que c'est une forme de violence ? Écoutez, il y a eu un moment donné, quand le gouvernement nous a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'électricité pour tout le monde, il y avait des coupures ciblées. Non, pardon, ça n'a rien à voir. Vous rigolez ou quoi? On nous a dit C'était un moment où on se posait la question de l'approvisionnement en énergie et où était évoqué, et d'ailleurs ça n'aura pas lieu, la possibilité de faire des délestages pour qu'il n'y ait pas de coupure plus générale. C'est pas la même chose C'est très exactement ce que je vous dis. C'est pas la même chose que de décider d'aller couper l'électricité, par exemple, des permanences parlementaires de députés de la majorité. Oui, mais je finis la réponse à votre question. Je vous dis simplement qu'à cette époque-là, on nous a fait savoir que Paris ne serait évidemment pas touché. On n'allait pas couper l'électricité à Paris. C'était pas ça, c'est parce que Paris, il y avait des générateurs et que c'était plus difficile, mais sinon c'était toute la France qui pouvait être touchée. C'était toute la France, sauf Paris, et après ça, c'était certains endroits dans les campagnes et pas d'autres. Alors là, dans ces cas-là, on trouve que c'est légitime de faire des coupures ciblées. C'était parce qu'il risquait d'y avoir des coupures d'électricité. Oui, mais j'entends bien. Simplement que... Alors que là, c'est ciblé pour, au fond, dire, si vous êtes d'accord avec la réforme des retraites, on vous coupe l'électricité. Est-ce que c'est légitime comme méthode? Là, on vous disait, si vous n'êtes pas parisien, on va vous couper l'électricité. Voilà. Et on vous disait, si vous n'êtes pas dans la Corse non plus, elle est qu'elle était raccordée à l'Italie. Oui, non, mais à chaque fois, on a des bonnes raisons. Je veux dire, à chaque fois, on a des bonnes raisons. On a à chaque fois des bonnes raisons pour expliquer que quand c'est le gouvernement qui décide de cibler ces coupures, c'est bon. Quand ce sont les syndicats, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si vous n'avez pas d'électricité et que vous êtes député ou sénateur, c'est quand même pas un problème non plus, puisqu'on estimait que les Français allaient pouvoir se priver d'électricité. Il n'y avait aucun problème pour priver les Français d'électricité. Mais là, il faudrait qu'éventuellement un député ou un sénateur puisse disposer de leur ordinateur ou de leur grille-pain 24 heures sur 24. C'est quand même pas un problème non plus, ça. Méthode légitime pour vous. Face à ce risque de blocage, le gouvernement dramatise. Je voudrais vous faire écouter ce que disait le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mercredi, avec de drôles d'arguments. Écoutez. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En philosophie, c'est ce qu'on appelle une sorte de sophisme, non? C'est ça? C'était des arguments pas tout à fait... Pas forcément philosophie, ça s'appelle une bêtise. Vous allez couper, mais il y a aussi un moment donné où je pense que ça va augmenter les cancers du col de l'utérus. Il dit pas ça directement, il met la santé des enfants et il évoque la vaccination vous imaginez contre le papillomavirus. Voilà. Donc si vous c'était pas ça. C'était simplement le fait qu'il y ait des problèmes avec la recherche et qu'on allait suspendre la recherche et qu'en suspendant la recherche, on allait laisser les cancers du col de l'utérus progresser. Enfin, il y a un moment donné où ça procède peut-être de la rhétorique, si c'est le mot que vous cherchez. Donc cette dramatisation, elle vous paraît mais simplement pas personne ne peut y croire. On peut pas croire ça. On trouve d'autres arguments, mais pas cela. Cette façon de dire que ce serait de toute façon la catastrophe totale, mais la catastrophe totale, elle est produite par ces gens qui font des politiques que le peuple ne veut pas. Vous avez des sondages qui font la démonstration que c'est ultra majoritaire, le désir que cette réforme n'ait pas lieu. Et on n'entend pas ça. Il y a un moment donné où la catastrophe, c'est quand même d'avoir ces gens-là au pouvoir. Qui plus est, à M. Véran, qui s'est quand même pas illustré précédemment quand il était ministre de la Santé, dans des comportements forcément très extraordinaires. Une chose, son contraire, autre chose encore. La menace, on a tous vu avec la gestion du Covid. Vous n'avez pas gardé la mémoire de ces choses-là. Mais sur la gestion du Covid dans l'espèce, qu'est-ce qui vous a paru Tout. On peut repartir là-dessus, si vous voulez. Il fallait sortir, pas sortir. Il fallait être vacciné, pas être vacciné. Il fallait porter le masque, il fallait pas porter le masque. Il fallait confiner, pas confiner. Et à chaque fois, il avait des bonnes raisons de nous expliquer que c'était une chose, son contraire le lendemain, et autre chose encore 3 jours plus tard. Là, d'un seul coup, il est porte-parole. Il s'en vient nous expliquer que si la France s'arrête, il va y avoir des problèmes avec les cancers de l'utérus. Il y a un moment donné où on croit rêver. Il s'est expliqué, Olivier Véran, en expliquant qu'il y avait des risques, par exemple, dans l'agriculture, si, avec les problèmes de sécheresse. Donc, il y a quand même une tentative d'explication du côté du porte-parole du gouvernement, en l'espèce. Non, il n'y a pas d'explication, une espèce de liste, c'est une espèce d'inventaire à l'après-vert en nous disant si vous faites ceci, il va se passer cela. Et là, on avait droit à tout. Il y a un moment donné où c'est presque risible. Il n'y avait aucun problème, je vous le rappelle, quand il s'agissait pour le gouvernement de faire des coupures d'électricité ciblées. Là encore, Michel Onfray, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a beaucoup à voir. Je vous dis que quand on nous a fait savoir... de problèmes d'approvisionnement. Oui, mais il y avait aussi des risques de problèmes d'approvisionnement, mais il y avait aussi la possibilité pour des gens qui avaient des assistances respiratoires de ne pas être fournis en électricité. Il n'y avait aucun problème ici pour imaginer qu'on pouvait sacrifier. C'était très concret. Michel Onfray, fidèle à sa méthode, refuse de se limiter à l'événement. Il élargit le cadre et affirme que la crise ne se résume pas à une réforme spécifique. Selon lui,
elle révèle un malaise démocratique ancien, profondément enraciné. Il évoque un sentiment de confiscation de la décision politique, l'impression largement partagée que les choix majeurs se font sans véritable échange avec les citoyens. Ce qu'il décrit n'est pas une explosion de colère, mais une lassitude diffuse, une forme d'épuisement collectif née du sentiment de ne plus compter. L'échange se déplace alors vers la manière dont le pouvoir est exercé. Michel Onfray dépeint un système qu'il juge de plus en plus vertical, centralisé et déconnecté des réalités concrètes. Sa critique ne vise pas uniquement l'exécutif du moment, mais un mode de gouvernance qu'il estime installé depuis longtemps. Benjamin Duhamel tente d'apporter des nuances, rappelant les contraintes économiques, les impératifs de réforme et les équilibres à préserver. Mais Michel Onfray rejette cette approche qu'il considère comme excessivement technocratique. À ses yeux, gouverner ne peut se limiter à des calculs et à des chiffres. Il insiste alors sur un point essentiel. Lorsque les citoyens ont le sentiment que leur voix n'a plus de poids, la contestation devient inévitable, non par désir de confrontation, mais par frustration démocratique accumulée. La discussion s'oriente ensuite vers le rôle des médias et des élites, un terrain sensible. Michel Onfray se montre sévère, évoquant un univers médiatico-politique qu'il perçoit comme replié sur lui-même. Selon lui, certaines colères populaires sont trop souvent disqualifiées, caricaturées ou réduites à des dérives, plutôt que véritablement comprises. Benjamin Duhamel défend alors la fonction de la presse, le pluralisme de l'information et la nécessité du débat contradictoire. Le dialogue reste courtois, mais l'opposition est franche. Il ne s'agit pas d'un affrontement personnel, mais de deux visions opposées sur la manière de décrire et d'interpréter la réalité sociale. Michel Onfray ramène finalement l'échange à la question démocratique elle-même. Il s'interroge sur sa réalité contemporaine. Le simple fait de voter à intervalles réguliers suffit-il à garantir la souveraineté populaire ? Les institutions offrent-elles encore un espace réel d'expression citoyenne ? Pour lui, la démocratie ne se réduit pas à des procédures. Elle repose sur un lien de confiance, aujourd'hui profondément fragilisé. Benjamin Duhamel rappelle le fonctionnement des institutions, l'existence des élections et des contre-pouvoirs. Mais Michel Onfray répond que le respect formel des règles ne suffit plus à emporter l'adhésion. Ce qui fait défaut, selon lui, c'est le sentiment d'être écouté et reconnu. Tout au long de l'entretien, Michel Onfray adopte une posture singulière. Il refuse les classifications politiques, se tient à distance des camps et se méfie des récupérations idéologiques. Il ne se présente ni comme un militant, ni comme un acteur partisan, mais comme un observateur critique. Cette position, parfois dérangeante, échappe aux codes habituels du débat médiatique. Il s'y tient néanmoins, livrant une analyse sombre, cohérente et volontairement inconfortable.